Chapitre 7. Posture d'allaitement de la mère. Qui aurait pu imaginer que la posture d'allaitement de la mère puisse être essentielle au déclenchement des réflexes archaïques comme stimulants? Pourtant, c'est ce que nous avons observé et qui nous a obligés à trouver un nouveau jeu complet de définitions de recherche. Les définitions opérationnelles sont celles utilisées pendant la recherche. Normalement, elles sont prédéterminées, ce qui favorise l'objectivité et la fiabilité des descriptions. Le choix d'un modèle descriptif nous a permis d'identifier et de rendre opérationnels d'autres éléments qui surgissaient à n'importe quel moment de l'étude. C'est ainsi que nous avons pu décrire et définir une versatilité imprévisible de posture maternelle d'allaitement. Nous avons donc passé des heures à étudier les clips vidéo avec des défilements rapides et lents et des techniques de pause pour extraire des photos. Par chance, 2 membres de l'équipe avaient des connaissances spéciales dans d'autres disciplines. La consultante en lactation du NCT avait une formation d'architecte et l'ostéopathe crânien avait une pratique de calcul des structures anatomiques. Du coup, lors des réunions avec le comité de surveillance, il fut possible de quantifier un éventail de postures maternelles par leur angle d'inclinaison. Nouvelle perspective sur l'allaitement maternel. Aujourd'hui, la croyance générale est que la position du bébé au sein est l'unique variable essentielle à un allaitement sans douleur et efficace. La différence entre le positionnement du bébé au sein et sa prise du sein a été explicitée dans la littérature. Ces termes concernent clairement le nouveau-né. Néanmoins, l'utilisation du mot position à la fois pour la mère et pour le bébé peut être une source de confusion. En conséquence, nous avons utilisé le mot posture pour la position de la mère dans les calculs d'inclinaison et conservé le mot position pour le bébé. Pour les mères qui ont eu des refus du sein, des mamelons douloureux ou n'importe quel autre problème pendant la séquence d'enregistrement vidéo, nous avons suggéré des changements de position ou de posture après environ 5 minutes. L'enregistrement couvrait les 2 phases, avant et après le changement. Quand nous avons comparé ces épisodes, nous avons trouvé des différences frappantes. Pour les clarifier, nous devons regarder de plus près ce qui se passe au niveau des os du bassin. Rôle des os du bassin. Kapanji, 1974, un chirurgien orthopédique français, a intégré et illustré la physiologie complexe et le fonctionnement mécanique des articulations et des muscles sous l'angle anatomique fonctionnel. Ces explications et illustrations, avec celles des récents manuels anglais des sages-femmes, procurent les bases nécessaires pour comprendre la différence entre les postures assises droites et celles inclinées en arrière, voire l'encadrer. Le petit bassin. Le petit bassin ou pelvis est un système de pivot soutenant l'abdomen. Il abrite les organes de la reproduction et fait le lien entre la colonne vertébrale et les jambes. Il transmet les forces de gravité de la colonne vertébrale vers les membres inférieurs. Il est constitué des 4 parties osseuses et de 3 articulations, 2 articulations sacro-iliaques et la symphyse pubienne. Le coccyx, extrémité inférieure de la colonne vertébrale, est articulé au sacrum, un os de forme triangulaire, composé des 5 vertèbres sacrées soudées entre elles. Le sacrum est bloqué verticalement entre les 2 os iliaques, appelés quelquefois innominés, qui forment une paire symétrique. Les os iliaques sont composés de 3 parties, l'ilion ou crête supérieure iliaque, qui s'étend jusqu'au pubis et fusionne avec lui, formant ainsi les 2/5 du bord supérieur de l'acétabulum, lieu de l'articulation fémorale. Les ischions s'étendant depuis l'acétabulum au-dessus forment une projection ou protubérance vers le bas en une masse osseuse arrondie, appelée tubérosité ischiatique. Le pubis est un petit os reliant les ilions antérieurement et formant un 5e de l'acétabulum antérieur. Le sacrum suspendu aux os iliaques par des ligaments forme un système autobloquant, par lequel plus il y a de poids, plus il est verrouillé. La figure 8 illustre les tissus osseux du petit bassin. Le mouvement sacré s'accomplit par les articulations sacro-iliaques dans une amplitude relativement limitée. La nutation sacrée du latin nutare, mouvement pendulaire de la tête, est un système complexe de mouvements de rotation du sacrum en avant et en arrière. La figure 9 illustre la nutation sacrée.
Soutien du bassin en posture assise. Dans une posture assise verticale ou légèrement penchée en avant, la masse corporelle est soutenue de façon égale par les deux tubérosités ischiatiques. Dans ces postures ischiatiques, par exemple, celle pour conduire une voiture, un vélo ou travailler à l'ordinateur, le poids du tronc repose fermement sur une base solide, soit une chaise ou un siège. À proprement parler, la question du siège avec ou sans dossier est hors sujet, puisqu'il ne limite que le mouvement en arrière. Cependant, la présence d'un dossier peut procurer un sentiment de sécurité. Le poids du corps est réparti également sur les tubérosités ischiatiques, si la hauteur du siège permet aux cuisses d'être parallèles au sol et aux pieds de reposer à plat sur le sol. Si nécessaire, le corps se penche en avant à partir des hanches, mais ne courbe ni les épaules ni le cou. C'est la posture assise traditionnelle dite correcte pour démarrer l'allaitement. Le corps est aligné à partir des hanches comme dans la station debout correcte. Il est intéressant de noter que Kapanji appelle cette posture dite correcte la position de dactylo. Il la qualifie de stressante avec une fatigue musculaire potentielle et de posture corporelle le plus difficile à tenir. Au contraire, dans la posture inclinée en arrière, dite aussi semi-inclinée ou semi-assise, par exemple vautré sur une chaise ou dans un canapé à regarder la télévision, le dossier de la chaise ou du canapé soutient toujours le dos. On cale un oreiller ou un coussin pour soutenir le bassin. Au niveau du bassin osseux, ce sont la face postérieure du sacrum et le coccyx qui sont engagés avec un soutien ischiatique limité. Kapanji appelle cette posture la position de relaxation. Elle est ni assise ni allongée à plat et elle s'obtient grâce à des coussins placés en bas du dos ou à des chaises spécialement conçues. C'est la posture BN. La figure 10 compare et souligne les différences de l'engagement du bassin osseux entre la position de dactylo et la position de relaxation de Kapanji. Ayant compris ces faits et l'amplitude limitée mais importante du mouvement du bassin, il devint tout simple de définir la posture maternelle avec 3 paramètres: degré d'inclinaison, engagement ou appui du bassin osseux et soutien du corps. Les définitions déterminant et scientifiquement l'angle d'inclinaison du corps sont résumées figure 11 et les définitions opérationnelles utilisées pendant l'étude de doctorat sont dans le tableau 4. Commentaire du tableau de la figure 11. Le grand axe du corps de la mère était déterminé par une ligne imaginaire tracée du sternum au pubis, ligne AB. Le repère du sternum a été choisi car plus visible que la colonne vertébrale. L'angle formé par le grand axe du corps de la mère et l'axe horizontal étaient mesurés avec un rapporteur. Pour simplifier les calculs, nous avons sélectionné 0 degré sur la rapporteur plutôt que 180 degrés pour l'angle plat, parallèle à l'axe horizontal. Ces définitions formulées rétrospectivement étaient approximatives à cause de la distorsion inévitable de la prise de vue que nous retrouvions sur les photos. On a la mère se penchant en avant, à peu près 115 degrés. Mère allongée à plat, 0 degré. Et le tableau de la définition opérationnelle de la posture de la mère. Assise droite, degré d'inclinaison 74, plus grand que 74 degrés. Engagement du bassin osseux ischiatique. Soutien du corps, tête, cou, épaules, haut du dos légèrement appuyé ou sans contact avec le dossier. Assise semi-inclinée, 15 à 74 degrés. Engagement du bassin osseux sacré. Tête, cou, haut du dos fermement contre le dossier. Allongé à plat, 0 à 14 degrés. Engagement du bassin osseux aucun. Soutien du corps, tête, cou, torse contre le lit. La figure 12 illustre ces définitions in vivo. Remarquez que la posture ischiatique à 90 degrés de la mère qui donne le biberon est la même que celle de la mère qui donne le sein au milieu. À droite, la même mère donnant le sein a changé pour se mettre dans une posture BN et elle est semi-inclinée avec un angle de 35 degrés. Posture et durée d'allaitement, résultat de notre étude. Les mères du groupe d'allaitement au sein ont toutes essayé le BN avec différents angles d'inclinaison. Entre parenthèses, au moins une fois lors de l'enregistrement vidéo. À 6 semaines postnatales, toutes allaitaient encore, dont 87,5% exclusivement.
Ce taux de 100% de durée a été atteint, bien que plus du quart des mères aient accouché par césarienne. Ces résultats doivent être interprétés avec prudence, car certains pourraient évoquer un phénomène de cause à effet, alors que cela n'est pas notre intention, conformément au modèle de recherche annoncé plus haut. D'autres facteurs auraient pu jouer un rôle dans l'augmentation du taux d'allaitement. Un biais de recherche existe par la contribution d'artefacts venant du chercheur, des participants ou d'un événement extérieur brouillant les résultats. Une des tâches principales du chercheur est de réduire les biais, mais il est impossible de les éliminer complètement. Par exemple, je crois que chaque mère naît avec la capacité d'allaiter. Bien que j'ai mis en place des contrôles pour réduire ce biais, mes convictions étaient peut-être transmises tacitement. Elles auraient pu influencer les mères à continuer leur allaitement. Néanmoins, certains diraient que cette composante personnelle doit faire partie intégrante du soutien à l'allaitement, qu'elle est tout aussi importante que n'importe quel autre ingrédient d'une intervention. Mais nous avons besoin d'études randomisées contrôlées pour examiner les effets de ce biais. Quand les mères et les bébés étaient en position BN, un plus grand nombre de réflexes archaïques agissaient comme stimulants de l'allaitement que lorsqu'elles étaient assises droites ou couchées sur le côté. Cette différence statistiquement significative est le résultat clé de notre étude. Posture de la mère à la première séance d'enregistrement vidéo. 3 mères se sont installées spontanément en posture semi-inclinée. Une quatrième mère voulait être filmée en train d'allaiter comme dans la vidéo Naissance et première tétée de Rigard et Franz, 1992. C'est-à-dire qu'elle était aussi semi-inclinée au début. Vers la fin de l'étude, 5 mères m'ont fait part de leurs difficultés d'allaitement avant la prise de vue. Ayant compris le rôle essentiel que joue la posture maternelle, je leur ai dit qu'elles pouvaient changer leur posture de verticale à semi-inclinée, ce qu'elles ont fait avant la prise de vue. Donc 9 des 40 mères dans le groupe d'allaitement au sein ont été filmées en position BN depuis la première séance. Ces 9 mères ont eu un allaitement sans douleur et efficace, 5 d'entre elles pour la première fois. Pour elles, les difficultés comme mamelon douloureux, mal de dos ou refus de sein s'étaient rapidement améliorées. Ces résultats nous amènent à poser une question importante. Les mères ne devraient-elles jamais démarrer l'allaitement en posture verticale? Les mères et les bébés sont extrêmement versatiles, capables d'allaiter dans de multiples positions, et il ne serait pas constructif de prescrire la posture semi-inclinée comme seule et unique manière de mettre en place l'allaitement. Les observations de la première séance ont montré que 12 des 27 mères, qui étaient assises verticales, ont allaité avec succès leur bébé au sein avec un bon transfert de lait. Cependant, seulement un quart d'entre elles n'ont pas eu de douleur. Les autres ont modifié la position de leur bébé, leur propre posture, ou les deux, dans les séances suivantes pour améliorer leur confort. De même, 3 des 4 mères qui ont commencé les tétées couchées sur le côté ont expérimenté une prise de sein avec un bon transfert de lait. En revanche, 2 des 4 mères n'ont pas pu rester couchées sur le côté et ont changé de posture. L'une disait qu'elle avait les mamelons douloureux, l'autre qu'elle avait mal au dos. En conclusion, 11 mères, plus de 25% de l'échantillon, ont eu un allaitement douloureux lors de la première séance. Ces résultats correspondent à ceux de Sulkova au sujet de l'inconfort postural. La mère qui voulait essayer d'allaiter en contact peau à peau dans les postures qu'elle avait vues dans la vidéo Naissance première tétée était expérimentée, c'était son deuxième bébé. À la suite d'un accouchement à domicile, elle n'avait aucune difficulté d'allaitement. Curieusement, elle avait vu la vidéo de Rigard et Franz quelques années avant sa grossesse, mais elle n'avait jamais essayé les postures. Elle a exprimé le désir de s'allonger à plat pour voir si le bébé prendrait le sein de lui-même, comme celui de la vidéo. C'est effectivement ce qui s'est passé avec en plus un bon transfert de lait. Pourtant, dans la vidéo de recherche, on l'entend dire qu'elle préfère être assise verticale, ce qui semble indiquer que les mères qui ont appris une position correcte ont souvent du mal à changer, même si une position BN fonctionne bien. Pourtant, après avoir rempli le questionnaire postnatal à 6 semaines, elle m'a envoyé une vidéo personnelle faite par son mari, montrant que son bébé prenait le sein de lui-même dans une position BN où elle était semi-inclinée. Peut-être a-t-elle changé d'avis parce qu'ainsi elle pouvait voir son bébé. Sa première expérience devait figurer dans mon livre, car elle est la seule mère qui préférait être assise verticale en ayant essayé plusieurs postures semi-inclinées. Si après, j'ai inclus quelques questions reçues sur les positions traditionnelles d'allaitement par rapport au BM.
Citation. Bonjour Suzanne. Je suis élève sage-femme et j'ai suivi et fait des recherches sur votre travail depuis quelques mois. Je me demandais si vous pensiez que les positions BN excluent des positions plus traditionnelles, s'il y a une place pour les deux ou si vous voyez le BN comme ultime voie d'avenir. En tant qu'étudiante qui aidera des mères plus tard, je veux juste me représenter ce que le BN signifie pour moi et de quelle manière j'enseignerai dans le futur. Bonjour Claire. Je pense que les mères et les bébés sont extrêmement versatiles, capables d'allaiter dans différentes positions et c'est peut-être ce qui nous différencie des autres mammifères. Néanmoins, je me demande si les positions maternelles du BN sont plus spécifiques à notre espèce, par le fait que l'espace disponible pour s'adapter au mouvement de son bébé est plus important lorsque la mère s'incline en arrière. Dans les positions traditionnelles, le bébé est en général couché au travers du ventre, parce que le torse est fermé, alors qu'en BN, il est couché longitudinalement ou oblique. Nous avons un ventre relativement petit comparé par exemple à une ours polaire, dont les bébés têtent souvent verticalement, mais même les ours polaires se mettent dans des positions différentes. Citation suivante. Chère Suzanne, je suis étudiante au NCT. Une question que je n'ai pas eu l'occasion de poser après votre présentation. Pensez-vous que les bébés qui ont démarré leur allaitement selon la ligne du BN continuent à se nourrir dans des positions plus traditionnelles, tenues en perpendiculaire sur les genoux de la mère par exemple? D'une certaine manière, je soupçonne qu'une fois qu'ils ont été autorisés à trouver le mamelon et à mettre en place l'allaitement à leur façon, ils pourraient être plus flexibles avec d'autres positions. Mais je serais vraiment intéressée de savoir si tel est le cas. J'aimerais apprendre au couple cette approche de l'allaitement, mais j'entends déjà les femmes me dire qu'elles veulent pouvoir allaiter dehors, et c'est vraiment difficile de s'incliner en arrière sur un banc public ou sur une chaise de café. Chère Ellie, merci pour votre email. J'ai vraiment bien aimé la conférence et les échanges avec les mères du NCT. Conditionner des réflexes ne prend pas très longtemps, et après, les mères utilisent toute une gamme de postures. Souvent, elles se penchent en arrière juste un tout petit peu quand elles allaitent en dehors de la maison. Beaucoup de mères trouvent cela confortable. J'en conclus que les postures BN peuvent être plus redressées tout en continuant d'utiliser la gravité de façon positive. C'est seulement quand les mères sont très ou trop verticales que la gravité entrave la prise du sein. Mais en général, une fois les réflexes conditionnés, il n'y a plus de différence. Quand les femmes sont dehors, elles peuvent se mettre dans n'importe quelle position confortable. Donc la réponse à votre question est oui, les mères n'ont pas besoin d'en s'incliner en arrière quand elles sortent. Dès que les réflexes sont conditionnés, le bébé plus grand va simplement prendre le sein, même si sa mère est assise toute droite. Merci Suzanne, vous m'encouragez avec vos paroles. Il semble couler de source que les bébés s'adaptent à différentes positions une fois qu'ils ont établi leur allaitement. Après tout, trop de rigidité ne va pas dans le sens de l'évolution. J'ai été tellement frappée par le BN et je n'ai qu'une envie, c'est de l'essayer moi-même, mais je savais que les mères aimeraient savoir comment utiliser le BN après les premières semaines. Merci encore Ellie. Pour résumer, la posture est une variable dynamique et dans toutes nos activités quotidiennes, nous la changeons souvent selon nos besoins ou pour accroître notre plaisir. On peut avancer que les mères vont continuer à allaiter si elles y trouvent un bien-être, ce qui nous permet de dire que le confort de la mère allaitante prime et joue un rôle déterminant pour augmenter la durée de l'allaitement. Mécanisme du confort maternel. Cependant, trouver des positions confortables après l'accouchement représente un véritable défi. Les mères sont confrontées à un changement brutal de la forme de leur corps. Des parties intimes sont sensibles, parfois douloureuses, ou sont blessées. Une douleur abdominale si la mère a eu une césarienne, ou une douleur périnéale si elle a eu une épisiotomie ou une délivrance opératoire ou instrumentale. Souvent, l'allaitement exacerbe l'inconfort. Les seins et les mamelons sont sensibles et peuvent devenir douloureux. Beaucoup de mères se plaignent de tensions à la nuque et de douleurs aux épaules, car il est difficile de tenir longtemps la position de la dactylo. Le BN, par définition, signifie que toutes les parties du corps de la mère sont détendues, notamment la tête, la nuque, les épaules et le dos. Les mères disent que dès qu'elles se penchent en arrière, la tension des épaules et de la nuque se dissout. Les douleurs des mamelons sont souvent immédiatement soulagées, grâce aux effets positifs de la gravité qui ne tire plus le bébé vers le bas. Les mères gagnent aussi en liberté de mouvement, puisqu'une ou deux mains sont libres. Leur corps porte le bébé, pas leurs bras. La figure 13 compare le soutien du corps maternel en posture verticale et en position BN. Voici ce qu'une étudiante sage-femme écrit. Citation.
Chère Suzanne, je suis fascinée par l'approche du BN, mais je n'avais encore jamais mis en pratique vos idées, jusqu'à maintenant. J'ai fait une visite postnatale à une mère à domicile qui avait des difficultés avec la prise du sein et avait des mamelons douloureux. Quand je suis arrivée, elle avait l'air découragée et son bébé pleurait. Donc j'ai suggéré d'essayer quelque chose de différent de ce qui lui avaient montré les sages-femmes. Je lui ai demandé de s'installer semi-incliné et j'ai mis son bébé sur sa poitrine et en 3 minutes, il a pris le sein. La mère était stupéfaite, elle n'a pas du tout eu mal pendant la tétée. Ma chef de service qui était avec moi a dit qu'elle n'avait jamais rien vu de pareil. Merci pour vos idées, Angie, étudiante sage-femme, maintenant diplômée, et conseillère en allaitement. Bournemouth, Angleterre.